Là, il y a une avalanche qui nous passe sur la tête. On dit tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si j'en suis où j'en suis là en termes d'alpinisme, j'y suis pas grâce à mes propres moyens. C'est que j'ai eu énormément de chance de rencontrer des bonnes personnes au bon moment et des personnes qui m'ont pris sous leur aile. On a tous vu ces derniers mois le reportage qu'a pu faire Inoxtag sur l'alpinisme. Toi, t'en as pensé quoi de ton prisme à toi? Ça a fait beaucoup parler, hein. Moi, si tu veux, je veux pas vraiment rentrer là-dedans dans les détails. Moi, j'ai trouvé le reportage. On n'a pas besoin de parler beaucoup. C'est très difficile à expliquer le lien qu'une corde peut mettre entre deux personnes. Si un avion te pose au sommet de l'Everest, 8800 et quelques mètres, tu serais mort en 2 minutes, je crois. Monter une boîte, gravir une montagne. 2 mondes différents et pourtant la même vérité. Oser le risque, accepter la chute, se relever, avancer encore. Viser un sommet que la plupart jugent impossible. Aujourd'hui, je reçois un ami d'adolescence qui s'apprête à vivre ce parallèle de la manière la plus radicale. Avec son équipe, il souhaite devenir la première cordée française à franchir un sommet mythique du Pakistan. Ce n'est pas seulement une aventure sportive, c'est une leçon de vision, de courage et d'entrepreneuriat. Parce que l'audace ne se vit pas qu'en business, elle se respire aussi dans la glace, le froid et le souffle court. Bienvenue dans Visionnaire, bienvenue Romain. Donc bienvenue Romain. Merci. Si tu peux te présenter en quelques mots, en 2-3 mots, voilà, ton parcours de vie, etc. Ok, déjà merci de me recevoir aujourd'hui. Donc je m'appelle Romain, j'ai 38 ans, je suis né en Avignon. J'ai pas mal bougé dans mon enfance et j'ai eu l'énorme chance que mon père m'a amené en montagne, au début pour du ski et qui s'est transformé très vite en snowboard. J'ai eu la chance de pratiquer la montagne depuis ma plus tendre enfance. Après les études, j'ai passé 15 ans de ma vie en Angleterre, donc à faire toutes sortes de choses, travailler dans la vente, dans le marketing, un peu de finance. Et au final, c'est la montagne qui m'a rappelé. Et j'ai décidé de rentrer il y a quelques années pour vraiment poursuivre ma passion de la montagne et passer le plus de temps dans la nature possible. Ok, bon, c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui, de Super. cette passion que moi j'ai découvert cette année parce que on se suit de temps en temps sur les réseaux, mais de très loin parce que ça fait, je disais tout à l'heure à Solène, je crois que ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu à peu près. C'est ça. Un peu moins de 20 ans. J'ai suivi un petit peu cette passion, voilà, mais je pensais que c'était réellement qu'une petite passion, que de temps en temps tu allais à la montagne, mais pas plus en fait. Mais ça, voilà, aujourd'hui ça représente ta vie, hein, c'est ça. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, d'où elle te vient? Parce que tu parles de ton père qui t'a transmis cet amour de la montagne, mais pas forcément de l'alpinisme. Non, en fait, moi j'ai été, avant d'être pratiquant de l'alpinisme, je suis passionné de littérature alpine. Donc en fait, moi j'ai lu énormément de récits d'alpinisme et ça m'a toujours fasciné. Moi j'allais en montagne, je voyais quelqu'un redescendre avec des mousquetons et une corde. C'était, oh, il redescend d'où? Et ça m'a toujours fasciné. Et en fait, j'ai toujours vu ça, surtout en Angleterre, comme inaccessible. Pour moi, c'était que dans l'imaginaire. Et grâce justement à être dans un domaine très entrepreneurial, donc j'ai travaillé beaucoup, comme je disais, dans la vente, pas mal avec vraiment un esprit d'entrepreneuriat. En fait, ça m'a inculqué des valeurs et je me suis dit, après tout, s'il y en a qui le font, si moi je mets les moyens pour y arriver, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc j'ai passé le pas en fait de ce rêve de passer de la littérature à la pratique. D'accord. Vraiment. Et donc là, avant ça, tu étais dans l'entrepreneuriat. Ouais. Tu es passé dans l'entrepreneuriat de l'extrême en fait. Voilà, il y a eu une transition. Disons que voilà, dans l'entrepreneuriat, si tu perds, tu perds de l'argent. Donc en soi, ça peut être triste pour certains, mais c'est la réalité. Ouais. Tandis que dans la montagne, en fait, il faut vraiment suivre un processus de formation. Il faut vraiment faire les choses très correctement parce que les enjeux, tu deviendras pas riche en montagne, tu deviendras pas forcément plus pauvre,
mais l'accident est là et du coup, ça demande des précautions qui sont élevées à un niveau peut-être un peu supérieur à l'entrepreneuriat. Mais je garantis pas une grosse retraite en faisant ça. C'est le contre-coup, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais donc l'alpiniste et l'entrepreneur ont-ils la même obsession pour toi? Je pense que, je sais pas si c'est la même obsession, mais c'est la même envie d'entreprendre. En fait, je pense que le point commun vraiment entre l'entrepreneur qui a une idée, une vision et qui veut créer son entreprise et l'alpiniste qui veut aller faire du sommet, en fait, c'est l'idée d'aller au bout de ce qu'on a choisi de faire. Ouais. En fait, voilà, on établit quelque chose. Je veux monter tel projet en business ou dans la montagne, et c'est vraiment ce processus de T'as les mêmes étapes. comment je vais faire pour y arriver, en fait. Et c'est là que vraiment c'est similaire. Parce que ça demande exactement les mêmes principes, en fait. Ouais. C'est pour ça que ça m'a plu quand tu m'as interpellé sur les réseaux en me disant voilà, est-ce qu'on pourrait pas se faire quelque chose ensemble? Bon, aujourd'hui, la chaîne Visionnaire, elle est vraiment dédiée donc à l'entrepreneuriat, la vision du dépassement de soi, mais en fait, c'est hyper similaire en fait. C'est la même chose. Voilà. Sauf que bon, voilà, c'est juste le contexte qui change, c'est le contexte l'environnement qui change, mais c'est la même chose. Mais disons que je pense que les éléments que tu as besoin pour réussir en affaires, je pense que c'est très similaire des éléments que tu as besoin pour perdurer dans l'alpinisme. Et tu vois, je peux t'en citer quelques-uns, mais s'entourer des bonnes personnes. Tu vois, en business, c'est similaire. Il faut, on dit, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Tu vois, moi, si j'en suis où j'en suis là en termes d'alpinisme, j'y suis pas grâce à mes propres moyens. C'est que j'ai eu énormément de chance de rencontrer des bonnes personnes au bon moment et des personnes qui m'ont pris sous leur aile. Donc, je crois énormément aux mentors. Et ça, je trouve qu'en affaires, c'est primordial. Dans notre domaine, ça l'est aussi. Tu vois, apprendre des anciens ou même apprendre des plus jeunes aussi. Bien sûr. Je veux dire, il y a pas d'âge. Hein. Il y a beaucoup de technicité. C'est ça, il y a beaucoup de technicité, donc il faut vraiment être humble. Et après, oui, c'est de la... Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tomber et de se relever. Et c'est de la résolution de problèmes. Ouais, tu vois, et moi, c'est ça qui... C'est comme un jeu, en fait. C'est du problème à résoudre. Ouais. Qui est très intéressant. Ouais. Et toi, aujourd'hui, tu dédies ton quotidien à cette passion? Alors, non. Enfin, disons que mon style de vie tourne relativement autour de la montagne. Okay. Après, j'ai la chance d'avoir été formé à un métier manuel. Moi, je suis menuisier de formation. Je me rappelle. Ouais. Donc, si tu veux, ça me permet de travailler en intérim. Donc, je peux être relativement flexible avec mon temps. Et en fait, je travaille un peu en intérim. J'essaie de faire 4 mois, je bosse. 4 mois, je bosse pas. Donc ouais. Là, pour te donner un exemple, je suis parti au Kyrgyzstan au mois de janvier. Je suis rentré, j'ai fait février, mars, avril, mai. Tu vois, 4 mois solides de travail. Et là, je pense que je reprendrai pas le travail avant novembre. Okay. Mais je pense que quand je rentre, il va falloir aller travailler quand même à un moment donné. Donc oui, j'essaye de jongler. Après, c'est un style de vie. Bien sûr. Ça demande de ne pas flamber ce que j'ai pendant que je travaille pour pouvoir après assumer un petit peu comme les emplois un petit peu saisonniers. Quoi. Exactement. Ouais. Donc c'est pas simple, mais j'ai pas à me plaindre parce que c'est un choix que j'ai fait. Donc c'est comme ça. Quoi. Et donc ton entourage par rapport à ça, comment il le vit il te considère un peu comme un rêveur, un visionnaire Je pense que ma famille, depuis mon plus jeune âge, ils ont vite compris que quoi qu'il arrive, je fais toujours ce que j'ai envie de faire. J'ai voulu partir en Angleterre, je suis parti en Angleterre. J'ai voulu faire ci, j'ai fait ci. Donc en fait, je pense qu'ils ont confiance parce qu'ils savent aussi
Surtout maintenant avec un peu plus d'âge et un peu plus d'expérience, que je suis pas une tête brûlée. Ouais. Ça, c'est important. Voilà, je vais pas au carton. Tout est planifié méticuleusement, tout est travaillé. Donc en fait, il laisse faire. Après, est-ce que des fois ils s'inquiètent? Probablement. Mais je pense qu'ils ont relativement confiance. Ouais. Bon, maintenant qu'on a posé un peu le cadre, on va parler un petit peu de ta future expédition. C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, parce que tu as besoin d'entreprendre dans cette nouvelle expédition, de nous la faire découvrir et surtout derrière d'aller chercher potentiellement des personnes pour t'accompagner. Parce que voilà, une expédition, tu m'as expliqué un petit peu tout à l'heure en off, mais ça coûte énormément d'argent. Ça coûte cher, Ça coûte très cher, voilà. Et comme tu dis aujourd'hui, tu as un rythme de vie qui te permet de vivre tes rêves à fond. Mais c'est vrai que voilà, le côté financier, t'es pas dans l'abondance, quoi. C'est pas, j'ai pas un puits dans mon jardin avec les billets dedans. Hein. Ouais. Exactement. Donc si aujourd'hui tu dois pitcher, comme un entrepreneur pitch sa volonté d'entreprendre, comment toi tu l'expliquerais un petit peu cette expédition qui va prochainement arriver? Alors cette expédition au Pakistan, en fait, c'est déjà tout d'abord une suite logique. Il y a eu 2 expéditions avant, une pour faire l'ouverture de cascade de glace dans la vallée de Huché. La deuxième que j'ai vraiment organisée avec l'aide de ma conjointe, qui était plus un trek pour amener du monde un peu moins technique. Et moi, en fait, l'idée, c'était de retourner au Pakistan. J'ai mon agent logistique là-bas qui s'appelle Karim, qui a une boîte qui s'appelle Discover Karakoram, que j'avais rencontré déjà lors de la première expédition, avec qui on a créé un très bon lien, en fait. Et l'idée, c'était d'y retourner et pour ce trek-là, mais aussi discuter de la suite, en fait. Parce que nous, dans nos têtes, c'était sûr qu'on allait organiser des expéditions dans le Karakoram. Parce que, pour te donner une idée, il y a plus de 100 sommets de 6000 mètres qui n'ont jamais été gravis. Enfin, il y a plus de 100 sommets de plus de 6000 mètres qui n'ont jamais vu un homme à son sommet. Donc, en fait, si tu veux, le Karakoram, il offre un terrain de jeu actuellement qui est infini, en fait, pour n'importe quel alpiniste qui se respecte. Tu pourrais y passer des vies entières là-bas. C'est assez incroyable. Les images que tu m'avais fournies la dernière fois, c'était... C'est de ce trek-là. D'accord, ok. Ouais. Donc les montagnes que l'on voit autour, c'est le Karakoram. Et le Karakoram, en fait, il y a 4 sommets de plus de 8000 mètres dans le Karakoram, dont la deuxième plus grosse montagne du monde, le K2. D'ailleurs, sur les images, entendu parler, voilà, le K2, on est passé au camp de base du K2 là au mois de juin dernier. C'est fou. C'est à couper le souffle, c'est vraiment incroyable. Même pour quelqu'un. De voir ça devant toi. Et nous, tu vois, même si on pourrait penser qu'on perd un peu la sensibilité dans un sens, parce qu'on est dans les montagnes souvent. Même si tu veux, avec l'habitude de passer du temps en montagne, c'est quand même une autre échelle. Ouais. Je pense qu'on peut peut-être comparer ça au petit mec qui habite dans la campagne française et qui va aux États-Unis et qui se retrouve sur des voies avec 8 lignes, quoi. Ouais, tout est démesuré, en fait. C'est une autre échelle. Ouais. Donc c'est assez incroyable. Donc c'est de là qu'on s'est dit on va repartir. Et finalement les choses se sont énormément accélérées. Nous à la base, on voulait monter une expédition très petite, 3 grimpeurs, un caméraman, pour aller faire un sommet de 6000 mètres. Et j'ai appris par différents contacts que un héros que j'ai déjà de mon époque de la littérature alpine, qui s'appelle Jordi Tosas. D'accord. Tu l'as rencontré? Jamais. D'accord. Jamais. Alors c'est toujours le héros. Et tu m'aurais dit il y a 5 ans que j'allais passer une expédition avec lui, je l'aurais probablement pas cru, en fait. C'est quelqu'un que j'ai énormément suivi. Et là, on me dit, il y a Jordi Tosas qui part au Pakistan là avec une équipe pour faire un sommet de plus de 6000 mètres qui s'appelle Drifika. Si tu as un compagnon de cordée, tu peux en être. Et ils utilisent la même agence logistique
que moi j'utilisais au Pakistan. Donc je connais déjà. Donc le lien se fait un peu comme ça. Et on me dit, c'est départ le 11 octobre. Ok, alors bon, tu réfléchis 5 minutes, tu parles à madame, tu regardes l'état des finances, des comptes, et tu te dis, bon, ça va jouer. Et là, du coup, on a cette unique opportunité de partir avec un mec qui a énormément d'expérience. Du coup, ça va nous donner beaucoup d'apprentissage. Donc, tu vois, je reviens à parler du mentor parce que là, c'est une opportunité pour nous de passer du temps avec un spécialiste. Et le double tranchant de l'expédition, c'est qu'on participe aussi à former les porteurs de haute altitude pakistanais. Donc, au Pakistan, il y a des porteurs de haute altitude et aussi des porteurs qui t'aident pour aller jusqu'au camp de base, qui sont très, très, très forts physiquement, mentalement. C'est les mecs qui peuvent courir en claquette devant toi sur un glacier, tu auras du mal à les suivre. Par contre, ils ont très peu de connaissances techniques, tout ce qui est manip de corde, tout ce qui est technique de secours. Donc en fait, nous en tant qu'occidentaux, vous avez plus la technique. On peut leur apporter cet aspect technique. Et donc en fait, une partie de l'expédition, c'est aussi de passer du temps avec eux et de leur inculquer tout ce bagage un peu technique. Et ça doit être des moments humains fous. On sait que ça marche, parce que nous, on l'a fait lors de notre première expédition, où on a appris aux porteurs de haute altitude à se sécuriser dans la glace. Et un membre de cette équipe, après, a fait des sommets de 8000 mètres. Et il y a un témoignage comme quoi les techniques qu'on lui a montrées lui ont servi à sécuriser un passage à plus de 8000 mètres sur la deuxième plus haute montagne du monde. Donc il y a vraiment un partage. Il y a un impact qui est énorme. Et voilà, c'est le côté partage. Nous, on ne veut pas partir au Pakistan et grimper leur montagne. Il faut qu'il y ait un échange qui se fasse. C'est chez eux. Voilà, il y a le côté humain qui j'ai envie de dire, qui est aussi important que le côté sportif de la chose, quoi. J'avais vu une vidéo où tu jouais une sorte de cricket avec. C'est quoi ce jeu? Alors je pense que c'est un mélange de cricket. C'est un mélange de baseball et un mélange de jonglage. D'accord. Donc c'est T'as compris les règles à la fin? Ouais. C'est difficile. Faut taper sur un bâton. Le bâton il faut qu'il monte. J'avais compris sur la vidéo. C'est compliqué, mais c'est des bons moments partagés, c'est sûr. Ok. C'est top. Humainement, je pense que ça doit être dingue. Quand j'ai vu les vidéos, je trouve ça fou de partager ces moments avec des personnes qui partagent la même passion que toi, mais à l'autre bout du monde, quoi. Et en fait, ce qui rapproche déjà, il y a la rudeur du terrain. C'est un environnement qui est quand même difficile, la haute montagne. Et t'es pas parasité en fait dans ces lieux-là. T'as pas le trafic. T'as pas la vie à 400 à l'heure d'une grande ville. La société de consommation. Voilà. T'as même pas de réseau en fait. T'es coupé du monde. Donc en fait, tu retournes à des valeurs humaines qui sont extrêmement simples. Et tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau. Et tu vois, c'était assez exceptionnel de voir dans l'équipe. On avait dans l'équipe des personnes qui ont un niveau d'anglais très petit. Mais il y a des porteurs qui ont un niveau d'anglais qui est aussi très petit. Et en fait, tu te rends compte qu'après quelques jours de passer ensemble, la communication se fait. Donc, tu vois, on revient un petit peu aux bases. Alors, chacun y met du sien. Ça parle avec les mains, les sourires, les expressions du visage. Tu as appris quelques mots en afghan et en pakistanais? Ouais, j'ai appris quelques mots. Zabardast, c'est parfait. Mashallah, oui, ça, Mashallah, on le connaît un peu celui-là. Mais après, comme c'est un pays musulman, si tu veux. Donc il y a quand même le langage qui peut se rapprocher avec nous, ce qu'on peut entendre dans les pays du Maghreb ou les Émirats par exemple. On a quelques notions. On est familier avec certaines choses. Et donc là, si je comprends bien, sur cette expédition-là,
tu vas avoir besoin de fonds un petit peu, donc c'est pour ça que tu es à la recherche de sponsors. C'est ça. Voilà. Et dans l'investissement aujourd'hui, qu'est-ce que tu attendrais d'un sponsor, toi, sur cette cordée-là? En fait, nous, tout est autofinancé pour l'instant. On a une aide de mon club alpin, je suis membre du club alpin français. Okay. Donc là, mon club de Perpignan nous a fourni une tente d'altitude. Donc ça, j'en suis déjà énormément reconnaissant. Mais on cherche des fonds pour pouvoir acheter du matériel et potentiellement acheter du matériel qu'on peut laisser sur place pour les Pakistanais. Donc du matériel technique, du vestimentaire et du matériel pour grimper, donc tout ce qui est cordes, mousquetons, duvet. Ça, ils n'ont pas là-bas. Pas trop, très peu. Dans un mauvais état. Ouais, en fait, tu vois, là-bas, ils s'habillent vraiment avec le leftover de 40 ans d'expédition, en fait. Ouais. Donc d'ailleurs, pour une marque, c'est très cool parce que tu vois des vestes Fila qui ont 40 ans, qui sont toujours... ils n'ont pas bougé. Bien. Donc tu veux tester un produit, tu fais passer une saison dans le Karakoram, tu vois comment ça revient et tu as vite une idée de la qualité de ton produit. Donc c'est assez intéressant. Mais oui, non, on cherche... Voilà, c'est du matériel. Après aussi, système de GPS pour rester en communication avec nos familles. Il n'y a pas de réseau là-bas. Donc, si Garmin nous entend... Ils peuvent sponsoriser la vidéo. Garmin, un petit InReach, ça serait sympathique. Mais non, pour pouvoir ajouter à l'expédition. Okay. Nous, on a déjà payé tout l'aspect logistique. Donc là, c'est vraiment côté matériel. Une histoire de matériel pour vraiment... passer une expédition dans les meilleures des conditions et aussi pouvoir se permettre de laisser du matériel sur place. Et ça, ça serait vraiment super pour nous, en fait. Donc toi, en fait, les ressources nécessaires aujourd'hui, donc c'est pour aussi ton équipe que les personnes qui y a là-bas. Ouais. C'est vraiment d'aller rechercher des sponsors qui vont t'accompagner à acheter du matériel. Bon, voilà, aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne, hein, le sponsoring d'expériences comme ça. Ça va être de la contrepartie. Tout ça, tu vas le monter, toi, en parallèle? Oui, alors, d'ailleurs, merci pour les suggestions parce que tu viens d'un monde où tu es assez familier avec ce genre de choses. Donc là, pareil, j'apprécie aussi l'aide que tu m'apportes pour monter un peu ce genre de choses. Oui, l'idée, ça serait de faire sur une des plateformes pour collecter des fonds. Après, les contreparties, moi, je suis quelqu'un de super raisonnable, super ouvert. Tout se discute. J'ai pas de barrière. Ça peut être très, très varié. Ça peut être d'une écusson sur une veste pour un petit peu de visibilité. Ça peut être un compte rendu écrit au retour d'expédition. Ça peut être un compte rendu vidéo de toute l'expérience qu'on a passée. Moi, je veux qu'on arrive à financer le Garmin. Je ne sais pas combien ça coûte, mais il faut y arriver. Parce que ça, il faut le voir en direct quand même. Faut le voir. Mais oui, après, ça peut être aussi en personne. Donc moi, je peux me déplacer en retour d'expédition et aller raconter ce qu'on a vécu, les expériences. Ça peut être top dans les entreprises. Voilà. En termes de mindset, leadership. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je serais prêt à donner du temps. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe que c'est donnant-donnant. Moi, je ne suis pas là pour recevoir et dire poignée de main, merci beaucoup, à la prochaine. Même s'il y a beaucoup de sponsors aujourd'hui, ils donnent dans ce sens-là, enfin, sans forcément attendre quelque chose en retour. Ne serait-ce que déjà de te voir toi accéder à cet objectif-là, de voir comment ça s'est passé, etc. Donc moi demain, je serais presque prêt à être dans ce cas-là parce que ça donne toujours envie de voir un Français qui se lance à la conquête d'un sommet pakistanais. Enfin, déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà beau à financer. Après, c'est sûr que l'argent aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu complexe et parfois certains demandent de la contrepartie. Ça c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais
Mais voilà, tant que c'est donnant-donnant, je pense que c'est la base. Moi, je suis vraiment prêt à faire un effort. Après, voilà, moi, je peux pas offrir une grosse visibilité parce que je suis pas un influenceur dans l'âme, hein, donc on peut regarder mon compte Instagram, il n'y a pas grand monde dessus, mais moi, je suis prêt à travailler avec des personnes pour que tout le monde puisse y trouver un peu son compte. Ouais, mais après, tu vois, quand tu parles de ça, c'est que tu vas être l'un des premiers Français, voire le premier Français, avec ton équipe, à atteindre ce sommet. Si on y arrive, ouais. Vous allez y arriver. Hein, on va pas mettre le conditionnel. Vous allez y arriver. Mais c'est quand même beau et en termes de visibilité, ça mérite. Ouais. Après, c'est sûr, comme tu le dis, tu as pas cette base d'influenceurs qui te permet, toi, d'avoir une communauté de fous à te dire, bon, mais voilà, si vous voulez venir avec moi en GoPro, c'est temps, etc. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent être interpellés par la démarche, etc. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo permettra à aller chercher ces personnes-là et t'aider à l'atteindre avec du confort. Ça, c'est vrai. Parce que c'est ça qu'on va aller chercher. Pour moi, dans le business, tu vois, on maîtrise un petit peu le facteur risque, tu sais, par des fois des business plans, etc., etc. Toi, dans la montagne, comment tu fais pour calculer ces risques-là? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. En fait, c'est beaucoup de préparation. En fait, une course, ce qu'on appelle une course en montagne, c'est le terme course, pas parce qu'il faut aller vite, hein. C'est le terme pour faire un itinéraire en montagne. On appelle ça une course en montagne. La course en montagne ne commence pas quand on est au pied de la montagne. Ça demande énormément de préparation en amont, où il faut étudier le terrain sur lequel on va évoluer, connaître les risques, connaître les conditions de la montagne. Et la météo, surtout en ce moment, c'est un très très gros facteur. Et il faut se former. Donc en fait, à chaque étape de ta progression en tant qu'alpiniste, tu vas choisir des courses qui sont adaptées à ton niveau technique et physique, et aussi à l'engagement que tu veux y mettre. Donc après, c'est jusqu'où tu veux lever les curseurs, en fait. Et tout ça, c'est de la préparation et de la formation. On ne va pas faire un sommet de 4000 mètres ou un itinéraire en rocher difficile sans avoir de bonnes bases. Il y a vraiment une ligne de progression à respecter et le choix des batailles, entre guillemets, est très très important. Le choix de la cordée est important aussi. Est-ce que l'itinéraire est adapté par rapport au niveau technique des 2 ou 3 personnes qui vont faire l'ascension? Donc c'est un tout. Il y a beaucoup de logistique. Comme dans les affaires, logistique, stratégie, prise de décision, très très important. Et tout ça, ça fait partie du succès ou pas de la course. Ouais. C'est comme un boxeur. On dit le boxeur, il gagne le match, pas sur le ring, il le gagne à l'entraînement. Dans la préparation. Et après, tu as des variables évidemment qui peuvent arriver. Mais il y a un gros travail de fait avant. C'est que quand on attaque, on passe en mode grimpe. Ouais, et tu ne penses qu'à ça. Et on grimpe. Et en parlant de ça, je pense que c'est une question hyper importante. Hein, et moi, j'ai envie de savoir en plus. Quand on parle de facteur risque, est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans une situation difficile en montagne où tu as eu peur pour ta vie, pour l'avenir, etc. Oui, j'ai vécu quelques épisodes, aléatoires. Tu les appelles comme ça? Ouais, c'est des petits passages un peu aléatoires. Mais oui, il y en a eu un qui nous a marqué plus qu'un autre. Donc là, j'étais cordé avec une certaine expérience de la montagne. Donc un très bon compagnon de cordée et ami à moi. Pyrénées centrales, sur une face nord, sur un pic qui s'appelle Batoua. Très belle face nord. Ça faisait longtemps qu'on y pensait, on était prêts, les conditions, plein mois de février, conditions étaient bonnes. Pour la petite histoire,
on avait bien fait nos devoirs. J'avais appelé les secours en montagne le jour d'avant. Pour leur dire que vous étiez là? Pour demander un retour de condition, en fait. Ah, ok. Pour leur demander, voilà, écoutez, nous, on envisage de faire cette phase-là, cet itinéraire. Est-ce que vous connaissez un peu les conditions du moment, tout ça? Que nous, on est des Pyrénées orientales. Là, du coup, on s'est déplacé, donc on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe là-bas, du taux d'enneigement, du froid qu'il a fait, tout ça. Donc, c'est toujours bien de passer un petit coup de fil au secours pour se renseigner. Et on les appelle, et nous dit, bon, écoutez, il fait un peu chaud ces jours-ci, mais si c'était nous, moi, j'irais voir. Et fait, ok, bon, on va aller voir, quoi. Et on part. On part avec mon pote, on commence à grimper. Les conditions en bas de la montagne, elles étaient fantastiques. Ça déroule bien. On passe dans un verrou rocheux où là, ça nous prend un peu plus de temps. Vraiment une difficulté un peu corsée. C'est à mon pote d'être devant. Il sort du dur. Et là, on se dit, bon, on a gagné la course, quoi. Ce qui reste, le plus dur est derrière. Et du coup, c'est à mon tour de repasser devant, hein, parce qu'on alterne, hein, une fois c'est le pote devant, une fois c'est moi. Et là, je traverse, et il fallait traverser un couloir de neige. Par contre, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'en fait, on était en face nord, mais à la sortie des difficultés, on basculait un petit peu, et la face au-dessus, elle était au soleil. Et là, il y a mon pote qui a, juste avant que je traverse, il a eu le temps de me crier dessus, me dire « bouge pas ». Et là, il y a une grosse avalanche qui est partie sur mon flanc droit et qui m'est passée, qui m'a taclé le coude, pour te dire vraiment à quel point c'est proche. L'avalanche, elle faisait ma taille. Donc, imagine si j'étais au milieu du couloir, ça m'emportait. Et toute l'avalanche est partie dans le goulet dans lequel on est monté, en fait. Et toi, tu as eu le temps de t'en... Voilà, moi j'ai... Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à 5 minutes près, on était encore dans les difficultés en dessous, quoi. Donc, en termes de timing, on a eu déjà extrêmement de chance. Ouais. Donc là, déjà, secoué, mais on garde notre sang-froid parce que de toute façon, c'est pas comme t'es un match de foot, hein, t'as envie de sortir du stade, aïe, je sors, tu vois, là, c'est pas possible. Hein. Ouais. Moi, je vais me réfugier. On commence à réfléchir à nos options. On pourrait partir à gauche, le temps qu'on décide de partir à gauche, notre avalanche part à gauche. Donc là, on se retrouve le scénario, une grosse avalanche qui part à droite, une avalanche qui part à gauche. On est sur un petit éperon, donc on se dit, il n'y a rien au-dessus, ça va aller. On appelle les secours. On appelle pour un conseil. On leur dit, voilà, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un itinéraire sur lequel on peut s'échapper? Qu'est-ce qu'il en est? Et ils commencent à nous parler. Dit bon, il n'y a pas vraiment trop d'options. Et en fait, au moment où on est au téléphone avec eux, là, il y a une avalanche qui nous passe sur la tête. Oui, donc, on a eu le temps. Ah non, mais c'était. Coller à la paroi. On a eu le temps de se coller. Et l'avalanche, elle nous est passée dessus. Ça a dû durer 1 minute ou 2. Et là, on était au téléphone. Le secouriste, il nous fait bon, vous voulez quoi? Vous voulez un conseil ou vous voulez un secours? Ben écoutez, là, il y a un truc qui nous tombe dessus. Si vous pouvez venir nous chercher, ce serait pas mal. Ouais. Et le gars nous a dit, bah, écoutez, on a un hélicoptère de dispo, rangez tout, on vient vous récupérer. Ils nous ont géolocalisé, tu sais. Et tac, et là, on a vu l'hélicoptère du PGHM, donc du peloton de gendarmerie de haute montagne. Et c'était des CRS parce qu'ils s'alternent les secours avec les gendarmes et les policiers. Et là, c'était les CRS à l'intérieur qui nous ont littéralement extraits de la paroi. Donc, on a eu droit à l'hélitreuillage. Donc, ça fait bizarre parce qu'on est passé d'un environnement super hostile à une petite clairière fleurie 1500 mètres plus bas, encore avec les crampons aux pieds. En l'espace de quelques secondes. En l'espace de 2 minutes. Donc, ils nous ont pris chacun de notre tour. On n'a pas pu être sortis en même temps. Ouais. Et là, ouais, super déjà reconnaissant des secours. De toute façon, il n'y avait pas 50 issues là. Non, il n'y avait pas 50 issues. Et
Ce qu'on a énormément apprécié, c'est qu'on a eu un bon débriefing avec eux. Donc sur le coup, ils n'ont pas eu le temps parce que donc ils nous ont lâchés. Ils nous ont indiqué bon les gars, vous descendez par là, vous prenez le petit chemin ici, ça va vous ramener au parking. Mais ils nous ont rappelé le soir et on a passé peut-être 1 heure au téléphone avec eux pour parler de la journée. Génial. Donc c'était pas en mode on va vous faire la morale, c'est on discute. C'est plus de la pédagogie. De la bienveillance. Voilà les paramètres que peut-être vous avez un peu négligés. Et du coup, très très bonne expérience. Enfin, très bonne expérience après coup. Sur le coup, ça nous a quand même secoué. On n'est quand même pas passé loin de la correctionnelle, on va dire, mais ça s'est bien terminé. Mais ça finit en bon apprentissage. En bon apprentissage. Ouais. Avec, c'est quoi le peloton? Alors, côté gendarme, c'est le PGHM, donc peloton de gendarmerie de haute montagne. Et en fait, ils font 1 semaine, c'est eux qui gèrent les secours, et la semaine d'après, c'est les CRS. Donc, c'est la compagnie républicaine de sécurité qui assure les secours en montagne. Ok. Voilà. Et c'est un peu les anges gardiens, les anges gardiens des montagnes, quoi. Bon, ça c'est en France. Après, toi, demain au Pakistan, ça va être peut-être un petit peu différent. Parce que si tu me dis que tu n'as pas de réseau, comment vous faites ça une fois que vous êtes... Alors là, on est dans un niveau d'engagement qui est différent. Ok. Voilà, là, on est... Là, tu n'es plus dans le confort de pouvoir appeler un ami. On n'est plus dans le confort. Après, je tiens à dire que quand on évolue en France, jamais, nous, on se dit, on a l'option du secours. C'est vraiment... voilà, et ils viennent te chercher, tu dis pardon, tu dis merci, et tu baisses la tête et tu t'en vas. Hein. Enfin, nous c'est l'éthique qu'on a. Hein. Oui, c'est l'éthique professionnelle du métier, c'est-à-dire, voilà, si on les appelle, c'est vraiment que là... Voilà, non, mais je dis ça parce qu'il y a une recrudescence actuellement de personnes qui se retrouvent bloquées techniquement parce que c'est des mauvais choix d'itinéraire. Il n'y a pas de préparation. Voilà, et c'est difficile. Et voilà, nous, on n'était pas en mode on va prendre une vidéo de l'hélicoptère qui vient nous chercher. C'est pardon, merci, merci les gars, salut quoi. Mais non, après nous, quand on part à l'étranger, c'est un niveau d'engagement qui n'est pas les mêmes. Il peut rien t'arriver. Et si t'arrive quelque chose, il va falloir vraiment compter sur toi et sur ton équipe. Et sur peut-être des alpinistes aux alentours. Comme on a vu là au Pakistan, il y a eu un accident là cet été. Il y a eu un consensus en fait d'alpinistes dans la zone, en fait, qui se sont réunis pour organiser un secours. Okay. Donc en fait, ça marche beaucoup sur de l'entraide et sur les personnes qui vont se trouver dans la zone à ce moment-là. Mais quand tu pars dans ces montagnes-là, il faut quand même se dire que même si je me casse une jambe, ça va être long, quoi. Ça va être long, il va falloir redescendre. Et avant de trouver un hôpital potable, ça va être compliqué. Et je rebondis sur ce que tu me dis, sur ces risques-là. Quand on n'est pas passionné, quand on ne maîtrise pas et quand on ne connaît pas, comme moi, moi j'ai un niveau de connaissance très très bas, on a tous vu ces derniers mois le reportage et le documentaire qu'a pu faire Inoxtag sur l'alpinisme. Toi, tu en as pensé quoi de ton prisme à toi? Est-ce que tu as vraiment vu la réalité de ce que tu vis toi? Ou est-ce que c'était quelque chose de très lointain de la vérité? Non, alors là, c'est marrant. Peut-être que tu l'as pas vu. Je l'ai vu parce que ça a fait beaucoup parler. Hein. Bien sûr. Dans le monde de l'alpinisme, c'est quand même une question qui divise pas mal. Alors pour, contre. Moi, si tu veux, je veux pas vraiment rentrer là-dedans dans les détails. Moi, j'ai trouvé le reportage divertissant, joli à regarder. Et après, la montagne, elle est pour tout le monde. Il s'est mis dans une situation où il a pu y arriver. Il s'est entouré des bonnes personnes, il s'est préparé. Il a fait ce qu'il voulait faire. Et ça, c'est tout à son honneur. Et je respecte ce chemin qu'il a pris. Après, on est d'accord que tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde... Alors, disons que... Aujourd'hui, c'est un petit peu la mode. Voilà. Se dire, voilà, tout le monde... Tout le monde... Moi aussi, je peux le faire. Voilà, en fait...
moi, le seul côté vraiment positif que j'en tire du phénomène un peu Enoxtag, c'est que si ça peut faire sortir des gamins en montagne, les faire lâcher leur téléphone et aller faire du sport à l'extérieur, je veux dire, ça, c'est gagné, en fait. Tu vois, parce que lui, il a une grosse voix, en fait, hein, c'est ça qu'il a bien mis en avant aussi. Voilà. De s'éloigner un petit peu des réseaux et de regarder la vraie vie. Et je trouve que si ça peut inspirer des jeunes à aller en montagne et justement sortir un peu de ce monde virtuel, c'est très bien. Après, moi, d'un point de vue personnel, si tu veux, on est très loin de l'alpinisme que je pratique. Moi, tu vois, j'ai aucun intérêt à l'Everest, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, je suis dans du plus reculé, un peu plus technique. Et nous, vraiment, ce qu'on veut inspirer, et ça aussi pour n'importe quel partenaire ou futur sponsor, c'est quand même une valeur que je veux. En fait, moi, je veux montrer qu'on n'a pas besoin de faire partie de l'élite de l'alpinisme. On n'a pas besoin de venir avec un capital énorme, parce que Enoxtag, et c'est tout à son honneur, il s'est construit quand même une certaine sécurité financière. Après, on ne peut pas lui voler. Hein. C'est le mec, ça fait depuis qu'il a 11 ans qu'il travaille, et c'est fabuleux ce qu'il a fait. Mais à notre échelle, nous, en tant que petits amateurs passionnés, sans un gros capital, on peut faire de très très belles choses en montagne. Et il y en a d'ailleurs qui font de très très belles choses en montagne, qui passent complètement sous les radars. Ouais. Et en fait, nous, on veut aussi montrer que si tu fais les choses correctement, tu te rapproches d'un club de montagne, tu fais des formations, tu t'approches d'un bureau des guides qui va te former, c'est n'importe qui a l'envie, un minimum de forme physique, mais ça c'est pareil, ça se travaille, tu peux y arriver. D'ailleurs, c'est ce que tu me disais juste avant, c'est que potentiellement, dans ce que tu vas proposer en contrepartie, selon le sponsor, tu pourrais proposer l'initiation en montagne. Ah oui, parce que tu suis formateur. Voilà, au sein des clubs alpins français. Donc oui, moi j'ai un brevet fédéral qui me permet d'initier donc vraiment quelqu'un qui vient et qui a juste un minimum de forme physique et de l'amener en montagne jusqu'à un niveau initié. Donc ça, c'est quelque chose que moi je fais beaucoup. Ça peut permettre le dépassement de soi. Voilà. C'est une découverte aussi de l'activité. Après, ça peut générer des passions. Mais ce que je veux mettre en avant aussi, qui est très important, c'est que n'importe quel jeune à l'heure actuelle même qui est pas issu de la montagne, hein, moi je suis né en Avignon, il n'y a pas de montagne, j'ai grandi à Narbonne, à Narbonne il n'y a pas non plus de montagne. Mais c'est possible, il y a énormément de clubs, il y a énormément de moyens de se former à la montagne. Et il faut le faire parce que c'est un gage de sécurité aussi. Ouais. Et on parlait de ton équipe juste avant, donc ton équipe de cordée qui va t'accompagner. Comment toi tu construis à ton niveau la confiance et le choix des personnes qui vont t'entourer? Parce que en gros, chacun met sa vie entre les mains d'autres personnes, parce que là clairement vous êtes qu'entre vous, et si jamais il y en a un qui flanche, ça peut être toute la cordée. Comment tu arrives à jauger ce niveau de confiance et te dire bon, là je me sens pleinement en confiance pour démarrer cette ascension? Alors moi déjà l'aspect primordial, c'est qu'il faut qu'on s'entende au niveau de la mer, quoi. Nous, on habite à Perpignan. Ouais. Il faut qu'on s'entende bien. Parce que si on s'entend déjà pas au niveau de la mer, c'est-à-dire on vit au niveau zéro, altitude zéro, tu vois. Il faut qu'on s'entende en termes affectifs, amitié. Il faut qu'on puisse... Voilà, il faut que ce soit une personne avec qui je peux aller manger et surtout aller boire une bière, quoi. Parce que là, aujourd'hui, cette ascension que tu vas faire là, tu l'as fait avec combien de personnes? Alors là, il y aura une petite dizaine de personnes dans l'expédition, mais moi, je pars avec mon compagnon de cordée. Okay. Donc vous êtes deux deux Français. Ta confiance au max, elle est quand même cette personne-là. Et lui, je vais te dire, il s'appelle Vivien, c'est un jeune brillant qui a 23 ans,
Okay. Donc, je tiens vraiment à préciser qu'en montagne, l'âge n'a zéro importance. La montagne ne discrimine pas. Et c'est un jeune avec qui on s'entend très bien, qui a de très bonnes valeurs. On partage une philosophie de la montagne qui est similaire. Et le courant passe. Et quand je parle de philosophie de la montagne, c'est très important parce que on aspire aux mêmes choses, on est dans le contemplatif et on est dans l'efficacité. Et vraiment, quand on évolue tous les deux en montagne, on n'a pas besoin de se parler beaucoup. Ouais. Tout devient fluide. Et c'est très difficile à expliquer le lien qu'une corde peut mettre entre deux personnes, mais c'est vraiment une question de feeling. Et la confiance vient aussi en grimpant. Donc, on investit beaucoup de temps à grimper, à passer beaucoup de temps ensemble en montagne, mais aussi hors de la montagne, à la maison, en soirée, et voilà, à construire. Parce que oui, ça devient des personnes très fortes. Tu vois, mes compagnons de cordée, c'est des personnes qui seront très très chères à mes yeux. C'est indéniable. Ouais. Et cette montagne, dont tu vas nous rappeler le nom? Drifika. Drifika. Ça représente quoi pour toi personnellement? Alors pour moi personnellement, c'est vraiment une première étape de la très haute montagne à cette altitude. C'est un sommet qui a été très rarement gravi. Il y a eu une petite poignée d'expéditions, quelques tentatives sur certains côtés. Il n'y a jamais eu de Français au sommet. Donc pour nous, c'est une grande première. C'est une grande première et c'est pour vraiment tester la cordée, voir comment notre corps réagit à plus de 6000 mètres. Parce que ça, c'est un inconnu. On est tous les deux montés à plus de 5000. Mais là, tu dépasses vraiment. Là, on dépasse. Là, notre plus haut point, il est à 5006. Okay. Donc là, on va le dépasser de 900 mètres. Donc déjà, c'est une curiosité de voir comment notre corps il va réagir. Il va tenir. Et puis après, oui, d'apprendre. Et pour moi, c'est un retour au Pakistan. On passe des bons moments avec les locaux. Voilà. Le sommet, c'est quelque chose de très important. Mais après, c'est aussi, on va pas se mentir, c'est une bonne opportunité de passer un bon moment avec ses potes aussi. Tu vois, c'est un tout. Et ça va durer combien de jours? 23. 23 jours. C'est 23 jours d'expédition. Ouais. Okay. Ouais. Et ça commence au jour 1 ou Ouais, alors il y a les transferts. On arrive à la capitale Islamabad. De Islamabad, on prend un vol jusqu'à Skardu. Donc Skardu, c'est vraiment le gateway du Karakoram. Donc vraiment, toutes les expéditions partent de Skardu. De là, on prend des jeeps. Tac, et on va dans la vallée de Huché, là où est originaire mon ami Karim. Et c'est de là qu'on va commencer le trek dans la vallée de Charakusa. Donc là, on va à peu près 2 jours de trek déjà pour arriver au pied de la montagne. Donc il y a déjà quelques jours avant même de pouvoir donc, arriver. L'ascension pure, elle dure combien de temps? Après, c'est approximatif. Une fois qu'on est au pied de la montagne, il y a ce qu'on appelle un processus d'acclimatation. Le corps humain ne peut pas monter en haute altitude directement, c'est pas possible. Tu vois, je crois qu'on dit que si un avion te pose au sommet de l'Everest à 8800 et quelques mètres, tu serais mort en 2 minutes, je crois. Parce que ton corps, il n'a pas suffisamment de globules rouges. Donc en fait, ce processus d'acclimatation, c'est on monte et on descend, on monte et on descend. On fait des rotations en fait sur des montagnes voisines pour justement préparer son corps, fabriquer des globules rouges pour pouvoir après tenter les sommets. Donc ça va bien prendre déjà 2 semaines d'acclimatation et après tu redescends au camp de base, tu te refais la couenne, hein, concrètement, tu remanges bien, tu te reposes. Et après, généralement, c'est l'attente du créneau météo.
Et quand tu as le créneau météo qui va bien, Tu que tu as la forme, bam. Et là, l'idée, c'est d'être prêt au bon moment. Mais c'est tout un processus. Et des fois, tu es bloqué une semaine parce qu'il fait un temps dégueulasse. Ouais. Donc, tu fais rien. Donc, c'est comment gérer psychologiquement toute cette attente. Ouais. Non, c'est tout un système. Hein. Ok. Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant. Et là, si toi, de ton côté, tu devais adresser quelques mots à des futurs sponsors, alors, je ne vais pas parler comme ça, mais presque, quel serait leur intérêt à te suivre? Alors moi, je peux en avoir beaucoup, hein, je vous dirai peut-être aussi en off, mais voilà, à t'accompagner et voilà, tout simplement. Comment tu t'adresserais, toi, à des futurs sponsors, potentiels sponsors? Tu peux le faire devant la cam. Du coup, moi vraiment, ce qui est important pour nous, c'est que nous voilà, on ne fait pas partie de l'élite de la montagne. On n'est pas les professionnels, je ne suis pas guide de haute montagne. Donc ça serait vraiment promouvoir le fait que des amateurs, des gens un peu de la vie de tous les jours, peuvent arriver à atteindre des gros objectifs, à vivre leur passion, vivre les rêves qui se sont définis. Et nous, on veut vraiment promouvoir ça. Donc ça serait vraiment partager des valeurs humaines, qui est vraiment très très importante à mes yeux. Et puis c'est surtout que, comme on l'a expliqué, comme les relations que j'ai avec nos homologues pakistanais, nous on est vraiment dans le côté humain. Donc moi je cherche aussi des relations sur le long terme. Il y aura d'autres expéditions, il va y avoir des films qui vont se monter. Et je pense que c'est bien d'avoir des partenaires où il y a un suivi et peut-être construire quelque chose dans le futur. Je veux vraiment être capable de travailler avec les personnes qui nous donnent un coup de pouce, que ce soit des marques du monde de la montagne, que ce soit des chefs d'entreprise qui n'ont absolument rien à voir avec la montagne. Tout peut se discuter, on est extrêmement ouvert. Et nous voilà, on veut juste montrer que avec un peu de volonté, avec un peu de préparation, tout est envisageable et qu'on peut faire de très très belles choses à notre niveau en montagne et aussi contribuer à notre humble niveau au développement des locaux. Donc on a la chance d'aller profiter d'un terrain de jeu au Pakistan qui est tout juste incroyable. Et moi, je veux vraiment faire la promotion de ce pays aussi. Et les gens, on a des clichés un peu, parlent du Pakistan, les gens, ah bon, ça fait un peu peur d'aller au Pakistan. Et en fait, non, c'est un pays qui est incroyable, avec des gens incroyables. Et c'est ça aussi que je veux montrer. Donc il y a vraiment un côté humain. Et puis après, il y a le côté dépassement et le côté technique de la montagne. C'est super parce que voilà, la montagne elle discrimine pas et elle s'en fiche d'où on vient, de quel âge on a. Et je pense que c'est important de le montrer et peut-être susciter des futures passions et peut-être en inspirer quelques-uns à aller au bout de leurs objectifs, que ce soit en montagne, en affaires ou ailleurs. Je pense que c'est un peu l'idée générale qu'on a. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, ce que prépare Romain, c'est pas seulement une ascension, c'est une start-up de l'extrême. C'est un défi sportif, mais surtout un projet entrepreneurial, humain et visionnaire. Donc si vous êtes entrepreneur, visionnaire ou simplement rêveur, c'est le moment de rejoindre la cordée de Romain. Tous les liens pour soutenir Romain, on va les mettre dans la description de ce podcast. Et après, donc, vous traiterez directement avec Romain et vous échangerez directement avec lui. Et maintenant, on va préparer directement la séquence questions. Donc, il aura 1 minute pour répondre à toutes mes questions. Donc, il y en a quelques-unes, il y en a une dizaine. Donc, il va falloir être rapide. Il va falloir être très rapide. Et donc, ça va être des questions un petit peu du tac au tac. OK? Boum. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Donc, la question la plus simple possible, quel est ton sommet le rêvé? Les Grandes Jorasses, face nord des Grandes Jorasses. C'est où ça? Dans les Alpes. Ok, très bien. Le moment le plus dur que tu aies vécu en montagne?
C'est pas vraiment en montagne, mais c'est lié à la montagne. C'est la perte d'un très bon compagnon de cordée cette année. Donc ça, c'est un moment très difficile. Ouais, j'imagine. La première chose que tu fais en redescendant d'une expédition? Je vais chez le coiffeur. Mon pote Carré m'amène chez le barbier et je repars de l'expédition beau comme un sou neuf. Parfait. Ton plus grand mentor ou modèle d'inspiration? C'est mon ami Raphaël Vadillo, avec qui je suis parti au Pakistan, au Kyrgyzstan et en Laponie, qui est un ami espagnol et que voilà, c'est grand merci à lui. Ok. Une peur que tu n'assumes pas encore totalement? Peut-être de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Un mot que tu détestes entendre? Influenceur. Je préférerais inspirateur. Tu vois. Ton rituel porte-bonheur avant une ascension? Préparation. J'ai pas vraiment de rituel. Je fais une très très bonne préparation et qui me garantit toutes les marges de sécurité possibles. Ok. Si tu devais donner un seul conseil à un jeune de 20 ans avant de se lancer? Alors je dirais de s'écouter, à vraiment suivre ce qu'il veut faire et de s'entourer en fonction, de bien s'entourer et de provoquer sa chance. Et un mot pour définir ta vision de la vie? Simple. Bah, c'est parfait. Simple et parfait. Bon, merci beaucoup Romain. Merci à toi. Beau projet et en tout cas nous on va te suivre et j'espère, alors ça c'est mon petit gadget que j'aimerais qu'il ait, c'est le Garmin parce que j'ai envie de suivre en direct un petit peu et voir un petit peu les photos et pas attendre l'après-ascension. Voilà, parce que je pense que quand tu vis ça, tu as envie de le partager aussi et de montrer, déjà d'informer ta femme que tout va bien. Je pense que c'est essentiel. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci pour tous ces conseils, toute cette vision que tu as et surtout de nous faire partager cette ascension que tu vas faire dans les prochains jours, le 10 octobre. Prochain mois, ouais, le 10 octobre départ. Ouais, ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Ouais. Ok. Bon, mais en tout cas, merci Romain. Ben, merci à toi. À la prochaine.